Elle est retournée à l'école à 66 ans. Personne ne s'attendait à ce qu'elle obtienne son diplôme. Bon retour et profiter de l'histoire. Dans la petite ville côtière de Marseille, où tout le monde connaissait les affaires de son voisin et où le changement arrivait lentement comme la marée, une femme défia toutes les attentes. Françoise Martin, veuve depuis 5 ans, avait passé sa vie à mettre les autres avant elle-même. Sa silhouette discrète était familière aux habitués du Café de la Marine où elle travaillait comme serveuse depuis plus de 20 ans. Ses cheveux gris, soigneusement coiffés en chignon et ses mains marquées par des décennies de travail racontaient l'histoire d'une vie consacrée aux autres. Ce matin de septembre, pourtant, elle ajusta nerveusement la veste de son tailleur, bleu marine, celui qu'elle réservait habituellement pour les occasions spéciales, et serra contre elle un sac contenant des cahiers neufs et un stylo offert par son défunt mari, Raymond. Le campus de l'Institut culinaire de Marseille bourdonnait d'activités en ce jour de rentrée. Des groupes d'étudiants, pour la plupart, dans la vingtaine, se retrouvaient dans une ambiance festive, smartphones à la main. Françoise se sentait comme un poisson hors de l'eau, son cœur battant si fort qu'elle craignait que tous puissent l'entendre. « Madame, puis-je vous aider? Vous cherchez le bureau des visiteurs ?» demanda une jeune femme de l'administration. « Non, » répondit Françoise, la voix légèrement tremblante mais déterminée. « Je suis étudiante, programme de cuisine professionnelle. » Le regard surpris de l'employé fut le premier d'une longue série qu'elle allait devoir affronter. Le professeur Laurent, chef renommé dans la région et responsable du programme, parcourut la liste des présents lors du premier cours. Lorsqu'il prononça le nom de Françoise Martin, il leva les yeux, s'attendant visiblement à voir une jeune femme. Son regard s'arrêta sur Françoise, assise seule au dernier rang. « Vous auditez le cours, Madame Martin ?» demanda-t-il, présumant qu'une femme de son âge ne pouvait être là que par curiosité. « Non, monsieur, je suis inscrite pour le diplôme complet, » répondit-elle calmement, ignorant les chuchotements et les regards curieux des autres étudiants. Le professeur hocha la tête, visiblement perplexe, et continua l'appel. Cette première journée fut un tourbillon d'informations et de défis. La plateforme numérique de l'école, les applications de cuisine sur tablette, le jargon moderne que les jeunes étudiants utilisaient naturellement, tout semblait conçu pour quelqu'un d'autre qu'elle. Ses doigts, habitués à noter les commandes à l'ancienne au Café de la Marine, tremblaient sur l'écran tactile de l'ordinateur de la bibliothèque alors qu'elle tentait de s'inscrire aux différents modules. « Vous avez besoin d'aide ?» Une voix douce interrompit sa lutte silencieuse. Françoise leva les yeux pour découvrir une jeune femme aux traits asiatiques qui lui souriait gentiment. « Je m'appelle Nhu, je viens du Vietnam », expliqua-t-elle en s'asseyant à côté de Françoise. « Premier jour difficile pour moi aussi, système différent de chez moi. » Cette rencontre fortuite fut le premier rayon de lumière dans ce qui avait été jusqu'alors une journée intimidante. Le soir venu, Françoise s'effondra sur le canapé de son petit appartement. Les photos de Raymond et de leurs enfants semblaient l'observer depuis l'étagère. « J'ai tenu ma promesse », murmura-t-elle en direction du portrait de son mari. Ils avaient toujours rêvé d'ouvrir leur propre restaurant, mais les responsabilités familiales et le manque d'argent avaient constamment repoussé ce projet. « Tu aurais dû voir leur visage quand je leur ai dit que j'étais étudiante », dit-elle avec un petit rire fatigué. Elle savait que les jours à venir ne seraient pas faciles, mais pour la première fois depuis longtemps, elle sentait une étincelle d'excitation. Demain, elle retournerait au Café de la Marine pour son service réduit, une concession que le propriétaire, M. Leroy, avait acceptée avec réticence lorsqu'elle lui avait annoncé son projet de retour aux études. Cette réduction d'horaire signifiait aussi une réduction de salaire, ajoutant une pression financière à ses défis académiques. Son téléphone sonna, interrompant ses pensées. C'était Gérard, son fils. « Maman, j'ai réfléchi à ce dont nous avons parlé la semaine dernière, » commença-t-il. Sa voix trahissait son inquiétude. « Tu es sûre que c'est raisonnable ?
À ton âge, ces études, et puis financièrement, c'est risqué. Je pourrais t'aider à trouver des activités plus appropriées. Françoise serra les dents. Gérard avait toujours été pragmatique, comme son père, mais cette fois, sa préoccupation ressemblait davantage à de la désapprobation. « J'apprécie ton inquiétude, mon fils, » répondit-elle calmement, « mais c'est quelque chose que je dois faire. Pour moi, pour ton père aussi, qui a toujours cru en moi. » La conversation se termina dans un silence tendu, laissant Françoise troublée, mais non découragée. Les jours se transformèrent en semaines, et Françoise établit une routine exigeante. Matinées à l'institut, après-midis et soirées au café, nuits tardives à étudier. Elle découvrit que ses décennies d'expérience pratique en cuisine lui donnaient un avantage pour les techniques de base. Son coup de couteau était précis, son sens des assaisonnements intuitifs. Mais la théorie moderne de la cuisine moléculaire, les tendances véganes et sans gluten, tout cela représentait un territoire inconnu. Les jeunes étudiants maîtrisaient ces concepts avec aisance, tout en luttant parfois avec les bases qu'elles connaissaient par cœur. Un mois après le début des cours, lors d'un atelier pratique, le professeur Laurent passa entre les postes de travail, observant les étudiants préparer une sauce mère. Il s'arrêta derrière Françoise, regardant par-dessus son épaule alors qu'elle travaillait méthodiquement. « Madame Martin, » dit-il assez fort pour que plusieurs étudiants se retournent, « votre technique est impeccable. Où avez-vous appris à faire un roux aussi parfait ?» Françoise rougit légèrement. « À la maison, monsieur, j'ai nourri une famille pendant 40 ans. » Le professeur hocha la tête avec approbation. « Classe, annonça-t-il, observez comment Madame Martin incorpore sa farine. C'est exactement la texture que nous recherchons. » Ce moment de reconnaissance publique changea subtilement la dynamique. Quelques étudiants commencèrent à lui jeter des regards curieux, moins condescendants qu'auparavant. Malgré ce petit succès, les difficultés s'accumulaient. Les travaux théoriques exigeaient une maîtrise de l'informatique qu'elle ne possédait pas. Les lectures recommandées utilisaient un vocabulaire technique qu'elle devait constamment rechercher et les discussions en groupe la laissaient souvent silencieuse, intimidée par la rapidité des échanges entre jeunes. Le professeur Laurent, notant ses difficultés mais impressionné par sa détermination, lui proposa de rester après les cours pour des sessions supplémentaires. « Votre intuition culinaire est remarquable, Madame Martin, » lui dit-il. « Il serait dommage que des obstacles techniques vous empêchent de progresser. Si tu aimes l'histoire, tape 5 dans les commentaires et abonne-toi pour plus de vidéos comme celle-ci. Sinon, tape 0, cela m'aide à créer un contenu encore meilleur pour toi. » On continue. La première évaluation majeure arriva plus vite que Françoise ne l'aurait souhaité. Le professeur Laurent annonça un projet de groupe, créer un menu fusion qui mélangerait tradition française et influence internationale. Les étudiants se précipitèrent pour former des équipes, s'organisant naturellement autour d'affinités déjà établies. Françoise resta seule à son poste, les yeux fixés sur ses notes, feignant d'être absorbée pour masquer son malaise. Alors que la classe bourdonnait d'excitation, elle sentit une présence à ses côtés. C'était Nu, accompagné de 2 autres étudiants, Omar, un jeune homme d'origine marocaine, et Diego, venu d'Espagne. « Nous cherchons un 4e membre, » dit simplement Nu. « Vous vous joindriez à nous ?» Françoise hésita, surprise par cette invitation inattendue. Elle les avait remarqués auparavant, silencieux en cours, souvent ensemble pendant les pauses, luttant parfois avec la langue française. « Vous êtes sûr ?» demanda-t-elle. Diego sourit. « Nous pensons que votre expérience pourrait nous aider. » Ce qu'il ne dit pas, mais que Françoise comprit immédiatement, c'est qu'ils formaient un groupe de marginaux, unis par leurs différences. Cette collaboration improbable devint rapidement l'une des expériences les plus enrichissantes que Françoise ait connues. Les soirées de travail chez elle, autour de sa table de cuisine, se transformèrent en voyages culinaires multiculturels. Nu apportait ses connaissances des saveurs vietnamiennes, Omar partageait les secrets des épices marocaines,
Diego introduisait des techniques espagnoles innovantes, et Françoise ancrait le tout dans la tradition française qu'elle maîtrisait depuis des décennies. Leur projet final, une bouillabaisse réinventée avec des influences méditerranéennes et asiatiques, surprit la classe entière et impressionna le professeur Laurent, qui leur attribua la note maximale. C'est précisément ce type de fusion culturelle qui fait avancer la gastronomie, déclara-t-il devant la classe. L'équipe de Madame Martin a démontré une compréhension exceptionnelle de l'équilibre des saveurs. Ce succès inattendu ne passa pas inaperçu. Certains étudiants, particulièrement un groupe mené par Alexandre, un jeune chef déjà bien connecté dans le milieu gastronomique marseillais, commencèrent à insinuer que Françoise bénéficiait d'un traitement de faveur en raison de son âge. Le professeur Laurent a pitié d'elle, murmura Alexandre, assez fort pour être entendu alors que Françoise passait près de lui dans le couloir. Ou peut-être qu'elle lui rappelle sa grand-mère. Ces remarques, bien que blessantes, ne firent que renforcer sa détermination. La fin du premier semestre approchait, apportant avec elle le stress des examens pratiques. Les étudiants devaient préparer un plat complexe, dans un temps limité, sous la supervision non seulement du professeur Laurent, mais aussi d'un jury composé de chefs locaux. Françoise s'était entraînée pendant des semaines, perfectionnant sa recette de lotte à l'armoricaine revisitée. Pourtant, le jour J, la pression fut écrasante. Les minuteurs qui décomptaient bruyamment, les juges qui circulaient silencieusement entre les postes de travail, les regards furtifs des autres étudiants, tout cela créa une atmosphère bien différente de sa cuisine familiale. Ses mains commencèrent à trembler alors qu'elle tentait de découper la lotte. Le couteau glissa, manquant de peu ses doigts. Une vague de panique la submergea. Des décennies de cuisine pour sa famille ne l'avaient pas préparée à cette pression. Le temps semblait s'accélérer, les bruits de la cuisine devenir assourdissants. Elle resta immobile, paralysée, le couteau en l'air, incapable de continuer. Le professeur Laurent, remarquant sa détresse, s'approcha discrètement. « Respirez, Madame Martin, » murmura-t-il. « Fermez les yeux, imaginez que vous êtes chez vous. » Ces simples mots la ramenèrent à la réalité. Elle prit une profonde inspiration, visualisa sa propre cuisine et reprit lentement sa tâche. Le résultat final fut loin de la perfection qu'elle avait atteinte lors de ses entraînements, mais elle termina dans le temps imparti. Cette expérience ébranla profondément sa confiance. Ce soir-là, assise dans son appartement, entourée des livres et notes qu'elle avait accumulés, Françoise envisagea sérieusement d'abandonner. « C'était peut-être une erreur, » dit-elle au portrait de Raymond. « Peut-être que Gérard a raison. » Un coup à sa porte interrompit ses ruminations. C'était Monsieur Blanc, son propriétaire, un homme d'une 60aine d'années qui habitait au rez-de-chaussée. « J'ai fait trop de soupe, » annonça-t-il en lui tendant un bol fumant. « Je me suis dit que vous pourriez en vouloir. » Ce n'était pas la première fois qu'il lui apportait de la nourriture, mais ce soir, ce geste simple prit une signification particulière. Assis dans sa petite cuisine, Monsieur Blanc partagea une histoire qu'il n'avait jamais racontée auparavant. Après 30 ans comme comptable, il avait tout abandonné pour devenir photographe professionnel. « Tout le monde pensait que j'étais fou, » confia-t-il. « Ma femme m'a quitté, mes collègues se moquaient de moi. Les premières années ont été terriblement difficiles. Mais regardez maintenant. » Il sortit son téléphone et lui montra des images de ses expositions récentes, des paysages marins saisissants qui avaient été présentés dans plusieurs galeries de la région. Ce n'est jamais trop tard pour suivre sa passion, Madame Martin. Jamais. Ces paroles résonnèrent en Françoise toute la nuit. Le lendemain matin, lorsqu'elle arriva à l'Institut, une surprise l'attendait à son poste de travail. Une petite boîte contenait un tablier neuf brodé de son nom, accompagné de notes d'encouragement de nous, Omar et Diego. La cuisine est un voyage, pas une destination, avait écrit Nu dans son français hésitant. Nous voyageons ensemble. Les larmes aux yeux, Françoise enfila le tablier, sentant une nouvelle détermination l'envahir. Le premier semestre touchait à sa fin,
quand le directeur de l'Institut convoqua une réunion d'urgence. En raison de restrictions budgétaires, plusieurs programmes étaient menacés, dont celui de cuisine professionnelle. Les étudiants, horrifiés à l'idée de voir leur formation interrompue, commencèrent immédiatement à chercher des solutions. Un groupe mené par Alexandre proposa une pétition en ligne et une campagne sur les réseaux sociaux. D'autres suggérèrent de contacter des personnalités influentes du monde culinaire. Lorsque Françoise leva timidement la main pour proposer un dîner de collecte de fonds ouvert à la communauté, Alexandre ricana. « Les médias sociaux touchent des milliers de personnes, Madame Martin. Votre idée de dîner, c'est charmant, mais dépassé. » 2 semaines plus tard, après l'échec relatif des autres initiatives, le professeur Laurent suggéra de reconsidérer l'idée de Françoise. Un événement physique pourrait créer un lien émotionnel que les campagnes numériques n'ont pas réussi à établir, argumenta-t-il. Avec réticence, le comité étudiant accepta d'essayer. Françoise, soutenue par son petit groupe d'amis internationaux, commença à planifier un dîner qui mettrait en valeur les talents des étudiants tout en célébrant la cuisine traditionnelle marseillaise. Ils contactèrent des fournisseurs locaux qui acceptèrent de donner des ingrédients, convainquirent le Café de la Marine de prêter son espace pour la soirée et conçurent un menu qui racontait l'histoire culinaire de la région. Contre toute attente, l'événement affichait complet 3 jours avant la date prévue. Les habitants de Marseille, intrigués par l'histoire de cette étudiante senior dont ils avaient entendu parler, Françoise était devenue un sujet de conversation dans la ville, voulait goûter à la cuisine de l'Institut et soutenir cette cause inhabituelle. Le soir du dîner, la tension était palpable dans la cuisine improvisée du café. Françoise, habituellement cantonnée au service, se retrouvait maintenant au centre de l'action culinaire, guidant une équipe d'étudiants nerveux. « Respirez », rappela-t-elle à Nu, qui paniquait devant une sauce qui refusait d'épaissir. « La cuisine est vivante, elle sent notre peur. » Le succès fut retentissant. Non seulement ils récoltèrent suffisamment de fonds pour sécuriser temporairement le programme, mais l'événement attira l'attention de la presse locale. Un article dans la Provence décrivait Françoise comme « l'âme inattendue de la cuisine, marseillaise de demain », avec une photo d'elle entourée de ses jeunes collègues, tous souriant largement. Ce succès lui valut le respect de ses camarades de classe, même d'Alexandre, qui admit à contre-cœur que son approche traditionnelle avait finalement porté ses fruits. Plus significatif encore, l'événement attira l'attention de Chef Moreau, propriétaire du restaurant étoilé La Maison Bleue, et figure emblématique de la gastronomie provençale. Impressionné par ce qu'il avait goûté et intrigué par le parcours de Françoise, il proposa d'organiser des ateliers du week-end dans son restaurant pour les étudiants les plus prometteurs. Françoise fut parmi les 5 sélectionnés. Ces ateliers représentaient une opportunité extraordinaire, apprendre directement d'un maître, accéder à une cuisine professionnelle de haut niveau, établir des contacts dans l'industrie. Mais ils ajoutaient également une charge considérable à un emploi du temps déjà exigeant. Entre ses cours à l'Institut, ses quarts de travail au café et maintenant ses ateliers du week-end, Françoise disposait à peine de temps pour dormir, encore moins pour étudier. Sa santé commença à en souffrir. Des migraines fréquentes, une fatigue chronique, des vertiges occasionnels. Son corps de 66 ans lui envoyait des signaux d'alarme qu'elle choisit d'ignorer. La situation atteignit son point critique lors d'un examen crucial. Alors qu'elle présentait son plat au jury, une vague de vertige la submergea. La pièce se mit à tourner. Les visages devant elle devinrent flous et elle s'effondra. Elle se réveilla à l'hôpital, Gérard à son chevet, son visage marqué par l'inquiétude et une certaine satisfaction vindicative. « Les médecins disent que c'est de l'épuisement, » expliqua-t-il. « Maman, ça suffit maintenant, cette aventure a assez duré. » À côté de lui, sa fille Sophie acquiesçait silencieusement. Françoise ferma les yeux, trop fatiguée pour argumenter. Mais intérieurement, une voix persistante refusait d'abandonner. Lorsqu'un coup léger fut frappé à la porte de sa chambre d'hôpital, elle s'attendait à voir une infirmière. Au lieu de cela, nous
Omar et Diego entrèrent timidement, portant un petit panier de fruits et un bouquet de fleurs sauvages. « Professeur, Laurent nous envoie », expliqua Diego. Toute la classe s'inquiète. Cette visite, plus que toute autre chose, raviva sa détermination. Ces jeunes gens, venus de si loin, poursuivant leurs rêves malgré les obstacles, étaient devenus bien plus que des camarades de classe. Ils étaient de la preuve vivante que l'âge, la culture, la langue n'étaient que des détails face à une passion partagée. Après 2 jours d'observation, Françoise fut autorisée à rentrer chez elle, avec des instructions strictes de se reposer. Les tests n'avaient révélé aucun problème grave. Pas de problème cardiaque, pas d'AVC, simplement un corps épuisé qui avait atteint ses limites. Le médecin, une femme d'une 50aine d'années, au regard bienveillant mais ferme, lui conseilla de reconsidérer ses engagements. « L'école à votre âge est admirable, Madame Martin, mais pas au détriment de votre santé. » Gérard, qui l'avait ramenée chez elle, utilisa ces paroles comme munition dans sa campagne pour la convaincre d'abandonner ses études. « Même les médecins le disent, maman, c'est de la folie. » La veille de son retour prévu à l'Institut, Françoise reçut un appel du professeur Laurent. Sa voix était grave, inhabituelle pour cet homme généralement enthousiaste. « Madame Martin, je dois vous informer d'un incident. » Il expliqua que quelqu'un avait compromis le projet final qu'elle avait laissé au réfrigérateur de l'école avant son malaise. Les ingrédients spéciaux qu'elle avait soigneusement préparés, une bisque de homard qui devait servir de base à sa création, avaient été altérés, rendus inutilisables. « Nous avons des soupçons, » continua-t-il, « mais sans preuve. Et concrète, nous ne pouvons pas accuser. Je vous propose de reporter votre évaluation. » La nouvelle aurait dû la décourager, l'inciter à abandonner comme tant de signes semblaient le suggérer. Au lieu de cela, elle ressentit une étrange clarté. « Non, monsieur Laurent, » répondit-elle calmement. « Je serai présente demain, je m'adapterai. » Cette nuit-là, elle dormit d'un sommeil plus profond qu'elle n'en avait connu depuis des mois, comme si une décision fondamentale avait été prise au niveau le plus profond de son être. Le lendemain, de retour à l'Institut, Françoise trouva son poste de travail exactement comme elle l'avait laissé, à l'exception des ingrédients gâchés. Au lieu de demander des remplacements ou de se plaindre, elle examina ce dont elle disposait encore, quelques légumes de base, des herbes fraîches, un morceau de poisson beaucoup plus simple que le homard prévu. Alors que d'autres auraient vu des limitations, elle y vit une opportunité. Pendant des décennies, elle avait cuisiné avec ce que son budget modeste lui permettait, transformant des ingrédients ordinaires en repas mémorables pour sa famille. Aujourd'hui, ces années de créativité contrainte allaient porter leurs fruits. En 2 heures, elle créa un plat d'une simplicité trompeuse, un filet de dorade sur un lit de légumes méditerranéens, nappé d'une émulsion d'herbes fraîches. Rien d'extraordinaire en apparence, mais chaque élément était parfaitement exécuté, chaque saveur précisément équilibrée. Le jury, qui s'attendait à quelque chose de plus spectaculaire, fut d'abord perplexe. Puis, après la première bouchée, le silence s'installa, suivi d'échanges de regards impressionnés. « Madame Martin », déclara finalement chef Moreau, qui faisait partie du jury ce jour-là, « vous venez de nous rappeler une leçon fondamentale. La grande cuisine ne se mesure pas à la complexité ou au coût des ingrédients, mais à ce que le chef, en fait, c'est parfait dans sa simplicité. » Cette évaluation lui valut la note la plus élevée de la classe, ce qui ne manqua pas de susciter des murmures. Le professeur Laurent, ayant confirmé ses soupçons grâce aux enregistrements de sécurité, convoqua Alexandre dans son bureau. Ce dernier avait été vu rôdant près du réfrigérateur la veille de l'incident. Lorsque Françoise l'apprit, sa réaction surprit tout le monde, y compris elle-même. Au lieu d'exiger une sanction, elle suggéra qu'Alexandre l'assiste dans un projet communautaire qu'elle développait, des ateliers culinaires pour les enfants défavorisés du quartier. « Il a du talent », argumenta-t-elle auprès du professeur visiblement sceptique. « Ce serait dommage de le gâcher par amertume. » Au moment de l'examen crucial de Françoise, où elle présenta sa dorade, « Aviez-vous déjà vu quelqu'un transformer un obstacle en opportunité de cette façon? Connaissez-vous quelqu'un qui, comme Françoise, a su faire de la simplicité une force ?»
Partagez votre expérience dans les commentaires. Le second semestre débuta sur cette note positive. Françoise, ayant trouvé un meilleur équilibre, entre ses divers engagements, elle avait négocié des horaires plus raisonnables avec chef Moreau et réduit encore ses heures au café, se sentait plus confiante. Ses relations avec ses camarades de classe s'étaient considérablement améliorées, même avec Alexandre qui, contraint de travailler avec elle sur le projet communautaire, avait progressivement développé un respect réticent pour son expertise et son éthique de travail. Ses enfants, impressionnés par sa persévérance et les articles de presse la concernant, avaient modéré leurs objections, bien que Gérard reste vigilant, prêt à intervenir au moindre signe de difficulté. Ce semblant d'équilibre fut perturbé par une annonce inattendue. Monsieur Leroy, propriétaire du Café de la Marine, avait décidé de vendre l'établissement à un promoteur immobilier. Le bâtiment historique, situé sur le Vieux-Port, serait transformé en restaurant gastronomique de luxe, laissant Françoise et ses collègues sans emploi. Cette nouvelle fut un coup dur, non seulement pour la sécurité financière déjà précaire de Françoise, mais aussi pour son attachement émotionnel à ce lieu qui avait été une constante dans sa vie pendant 2 décennies. La communauté locale se mobilisa immédiatement. Une pétition fut lancée pour sauver ce café emblématique, point de rencontre pour les pêcheurs, les commerçants et les habitants du quartier depuis des générations. Les clients réguliers organisèrent des manifestations pacifiques devant l'établissement, attirant l'attention des médias locaux. Françoise, habituellement discrète, se retrouva propulsée au centre de cette lutte, incarnant malgré elle l'âme du café et la résistance contre la gentrification du quartier. Malgré cet élan de solidarité, les complications légales rendaient toute victoire improbable. Le contrat de vente était déjà signé, les autorisations administratives en cours d'obtention. La communauté, bien que vocale, ne disposait pas des ressources financières pour rivaliser avec l'offre du promoteur. L'atmosphère au café devint morose, les employés commençant à chercher d'autres opportunités, les clients profitant des derniers moments dans ce lieu chargé d'histoire. Pour Françoise, cette situation représentait bien plus qu'une perte d'emploi. C'était la disparition d'un lieu qui avait été son refuge après le décès de Raymond, un espace où elle était valorisée pour sa compétence et sa gentillesse. Un soir, alors qu'elle partageait cette préoccupation avec ses amis de l'Institut autour d'un repas improvisé dans sa petite cuisine, une idée surgit de la manière la plus inattendue. Nous, qui feuilletait distraitement un livre d'histoire, de Marseille, emprunté à la bibliothèque pour un projet, s'arrêta soudain sur une page. « Madame Françoise, regardez !» s'exclama-t-elle en pointant une photographie en noir et blanc. L'image montrait le Café de la Marine dans les années 1960, rempli de personnes participant visiblement à une réunion. La légende indiquait « Réunion des mouvements pour les droits civiques, Café de la Marine, 1963 ». Cette découverte déclencha une recherche frénétique. Omar, qui étudiait le droit en parallèle de sa formation culinaire, suggéra que ce rôle historique pourrait potentiellement qualifier le bâtiment pour un statut de monument historique, ce qui compliquerait considérablement les projets de rénovation du promoteur. Diego, grâce à ses compétences en informatique, commença à fouiller les archives numériques de la ville. Françoise contacta d'anciens clients collectant témoignages et anecdotes sur l'importance culturelle et sociale du café pour le quartier et la ville. Les jours suivants furent une course contre la montre. Alors que la date de fermeture approchait, l'équipe improvisée rassemblait des preuves pour constituer un dossier de classement. Les archives municipales révélèrent que le café avait effectivement servi de lieu de rencontre pour plusieurs mouvements sociaux importants dans les années 1960 et 1970. Des photographies jaunies montraient des figures emblématiques du militantisme local assises aux mêmes tables que Françoise nettoyait chaque jour. Plus significatif encore, ils découvrirent que le café avait accueilli des réunions clandestines de résistants pendant l'occupation, ajoutant une dimension historique nationale à leur argumentaire.
Le dossier, préparé avec l'aide d'un professeur d'histoire de l'université locale, contacté par le professeur Laurent, fut soumis d'urgence à la commission du patrimoine. La procédure habituelle prenait des mois, mais l'imminence de la destruction motivait une évaluation accélérée. En attendant, Françoise et ses collègues continuaient à servir les clients, l'incertitude pesant lourdement sur l'atmosphère autrefois joyeuse du café. Le printemps marseillais s'installait, apportant avec lui l'annonce d'une compétition culinaire régionale prestigieuse. Le Grand Prix de la Méditerranée offrait non seulement une reconnaissance professionnelle considérable aux vainqueurs, mais aussi une bourse d'études substantielle. Le professeur Laurent encouragea vivement ses étudiants à participer, insistant particulièrement auprès de Françoise. « Votre cuisine représente l'âme de cette région », argumenta-t-il. « Votre participation ajouterait une dimension unique à cette compétition. » Malgré ses encouragements, Françoise hésitait. L'idée de se mesurer à des chefs professionnels, de cuisiner sous les projecteurs et le regard critique du public réveillait ses anciennes insécurités. De plus, la date de la compétition coïncidait avec l'anniversaire du décès de Raymond, une journée qu'elle passait habituellement dans le recueillement, visitant sa tombe avec un bouquet de lavande, son parfum préféré. Partager ce jour avec une expérience aussi stressante semblait irrespectueux envers sa mémoire. Cette coïncidence de date, initialement perçue comme un obstacle, se transforma progressivement en motivation. Un soir, assise devant l'album photo de leur vie commune, Françoise eut une révélation. Raymond n'aurait pas voulu qu'elle passe cette journée dans la tristesse, année après année. Il avait toujours été son plus grand supporter, celui qui croyait en ses talents culinaires bien avant qu'elle-même ne les reconnaisse. Participer à cette compétition en ce jour particulier ne serait pas un manque de respect, mais au contraire, un hommage, une célébration de la passion qu'ils avaient partagée et du rêve qu'ils l'avaient finalement encouragé à poursuivre. Sur son lit de mort, sa décision de participer fut accueillie avec enthousiasme par ses amis et mentors, mais rapidement assombrie par une nouvelle préoccupante. Les difficultés financières de l'Institut s'aggravaient, menaçant la survie même du programme culinaire avant la fin de l'année académique. La compétition prenait soudain une dimension plus grande pour Françoise. Ce n'était plus seulement une épreuve personnelle, mais potentiellement un moyen de sauver le programme qui avait transformé sa vie. Les étudiants et professeurs se mobilisèrent, cherchant désespérément des solutions. Des lettres furent envoyées aux anciens diplômés, devenus des chefs reconnus, des démonstrations culinaires publiques furent organisées pour sensibiliser la communauté, des rencontres avec des investisseurs potentiels furent arrangées. Au milieu de cette effervescence, Françoise se concentrait intensément sur sa préparation pour la compétition, perfectionnant sa recette avec l'aide de New, Omar et Diego, qui sacrifiaient leurs propres heures d'études pour la soutenir. Le jour de la compétition arriva avec son lot de complications inattendues. Une grève des transports paralysa Marseille, laissant Françoise sans moyen de rejoindre le centre des congrès où se déroulait l'événement. Après plusieurs appels infructueux à des taxis débordés, elle envisageait d'abandonner lorsqu'une silhouette familière apparut à sa porte. Monsieur Pelletier, son voisin taciturne, avec qui elle échangeait à peine quelques mots polis depuis des années. « Ma voiture est en bas », annonça-t-il simplement. « J'ai lu l'article sur vous dans le journal. C'est important que vous y alliez. » Ce geste inattendu de la part d'un homme habituellement distant la toucha profondément. Arrivé sur place, une nouvelle surprise l'attendait. Les règles de la compétition avaient été modifiées à la dernière minute. Les candidats devaient intégrer une technique de cuisine moléculaire, sphérification, utilisation d'azote liquide ou émulsification avancée dans leur plat final. Cette exigence, clairement destinée à avantager les chefs formés aux techniques contemporaines, suscita la panique chez de nombreux participants traditionnels. Françoise, qui avait à peine effleuré ces techniques en cours, sentit son cœur s'accélérer. Alors que d'autres concurrents protestaient ou s'agitaient nerveusement, elle prit une profonde inspiration et évalua ses options.
Les années d'Atoche-Descha, passées à cuisiner avec des ressources limitées, à s'adapter constamment aux circonstances, lui avaient enseigné une flexibilité que beaucoup de jeunes chefs, habitués à disposer de tous les ingrédients et équipements nécessaires, ne possédaient pas. Sa création finale fut une réinterprétation audacieuse de la bouillabaisse traditionnelle que Raymond adorait. Le bouillon classique était clarifié selon une technique apprise avec Chef Moreau, créant une base d'une limpidité exceptionnelle. Les fruits de mer, plutôt que d'être simplement pochés dans le bouillon, étaient préparés individuellement pour respecter leur texture spécifique. Et pour répondre à l'exigence de modernité, elle incorpora une émulsion d'aïoli sous forme de mousse légère, utilisant un siphon emprunté à un concurrent sympathique. L'élément le plus surprenant fut l'intégration de saveurs vietnamiennes, une touche de citronnelle et de gingembre suggérée par New, qui apportait une fraîcheur inattendue sans dénaturer l'essence méditerranéenne du plat. Pendant que les juges délibéraient, Françoise observait nerveusement les autres concurrents. La plupart étaient des chefs professionnels, certains déjà établis dans des restaurants réputés. Parmi eux se trouvait Jean-Marc Bouvier, ancien camarade de classe de Raymond à l'école hôtelière, devenu depuis un chef célèbre dans la région. Il reconnut Françoise et vint la saluer, étonné de la trouver là. « Raymond serait tellement fier », murmura-t-il en l'embrassant sur les deux joues. « Il parlait toujours de ton talent. » Cette validation inattendue, venant d'un homme qui avait connu son mari dans sa jeunesse passionnée, fut plus précieuse pour Françoise que n'importe quelle médaille. Alors que l'attente se prolongeait, une représentante de l'Institut culinaire de Nice s'approcha discrètement. Elle exprima son intérêt pour l'histoire de Françoise, proposant de la présenter dans le magazine des anciens élèves comme exemple inspirant de reconversion tardive. « Nos étudiants ont tendance à penser que tout doit être accompli avant 30 ans, expliqua-t-elle. Votre parcours leur montrerait une autre perspective. » Cette conversation fut interrompue par l'annonce des résultats. Françoise n'obtint même pas la première place. Celle-ci revint à un jeune chef innovant dont la création audacieuse avait ébloui le jury. Mais sa deuxième position, extraordinaire pour une première participation, suscita une ovation chaleureuse. Plus important encore, sa performance attira l'attention d'un groupe d'investisseurs présents à l'événement, à la recherche d'opportunités dans le secteur de la restauration marseillaise. Les semaines suivantes furent une course contre la montre. D'un côté, l'issue de la demande de classement du Café de la Marine restait incertaine, la commission ayant reporté sa décision finale. De l'autre, les examens finaux approchaient à grands pas, exigeant une préparation intensive. Françoise, désormais reconnue comme l'une des étudiantes les plus prometteuses de sa promotion malgré son âge, ressentait une pression considérable. Sa réussite n'était plus seulement une question de satisfaction personnelle, elle était devenue un symbole pour d'autres, une preuve vivante qu'il n'est jamais trop tard pour poursuivre sa passion. L'examen compréhensif final représentait l'ultime obstacle, une épreuve exigeante, nécessitant la démonstration de toutes les compétences acquises durant la formation. Malgré une préparation minutieuse, l'anxiété menaçait de submerger Françoise à mesure que la date approchait. Les souvenirs de sa paralysie lors de l'examen du premier semestre hantaient ses nuits, transformant son sommeil en séquences cauchemardesques où elle se retrouvait figée devant un jury impatient. La veille de l'examen, alors qu'elle révisait frénétiquement ses notes, un coup à sa porte l'interrompit. Sophie, sa fille, se tenait sur le palier, un panier rempli d'ingrédients frais à la main. « Je me suis dit que tu pourrais avoir besoin de t'exercer une dernière fois, » dit-elle simplement. Ce geste inattendu de la part de celle qui s'était montrée si sceptique représentait bien plus qu'une simple offre d'aide pratique. C'était une réconciliation, une reconnaissance tacite du chemin parcouru par sa mère. Cette nuit-là, mère et fille cuisinèrent ensemble, préparant les recettes familiales que Françoise avait perfectionnées au fil des décennies. Entre les gestes techniques et les ajustements d'assaisonnement, des souvenirs furent partagés, des blessures, anciennes pensées. Sophie évoqua son enfance,
les repas que sa mère préparait malgré la fatigue, après de longues journées de travail, la façon dont la cuisine avait toujours été son langage d'amour. Je n'ai jamais compris pourquoi tu n'avais pas poursuivi cette voie plus tôt, admit-elle. Maintenant je réalise que tu étais trop occupé à nous soutenir, papa et nous. Lorsque les plats furent terminés, une soupe au pistou onctueuse, des aubergines farcies comme Raymond les aimait et une tarte aux abricots parfumés à la lavande, elles s'assirent à la petite table de cuisine pour les déguster ensemble. « Tu sais, » dit Sophie en savourant une bouchée, « Gérard ne l'admettra jamais, mais il est impressionné. Il a même accroché l'article sur ta compétition dans son bureau. » Ces mots, plus que n'importe quel succès académique, remplirent le cœur de Françoise d'une joie profonde. Cette soirée improvisée avait accompli ce que des mois de discussion n'avaient pu faire. Elle avait transformé sa quête personnelle en un moment de connexion familiale, démontrant que sa nouvelle vie n'effaçait pas l'ancienne, mais l'enrichissait. Le jour de l'examen, Françoise entra dans la cuisine de l'Institut avec une sérénité nouvelle. Les tables étincelantes, les ingrédients soigneusement disposés, les juges en attente, tout cela aurait dû l'intimider. Au lieu de cela, elle ressentit une étrange familiarité comme si elle rentrait chez elle. Ses mains, qui avaient tremblé lors des premiers examens, étaient maintenant stables, guidées par des décennies d'expérience combinées à ses nouvelles connaissances. Chaque geste était précis, chaque décision culinaire prise avec assurance. L'examen, redouté pendant des semaines, se transforma en une danse fluide. Coupé, assaisonné, mijoté, dressé, un ballet culinaire qu'elle avait répété toute sa vie sans le savoir. Lorsqu'elle présenta son plat final au jury, un navarin d'agneau revisité intégrant des influences méditerranéennes et des techniques contemporaines, elle réalisa que le verdict leur appartenait, mais que sa véritable réussite résidait ailleurs. Peu importait maintenant la note qu'il lui attribuerait, elle avait déjà accompli l'impossible en transformant un rêve différé en réalité tangible, en prouvant à elle-même et aux autres que l'âge n'était qu'un chiffre face à la détermination. Que deviendrait-elle après avoir obtenu son diplôme? Cette question n'avait plus l'urgence anxieuse des premiers mois. Des opportunités se profilaient. Chef Moreau avait évoqué un poste dans sa cuisine, les investisseurs rencontrés lors de la compétition avaient exprimé un intérêt pour son approche de la cuisine provençale traditionnelle et le magazine culinaire local lui avait proposé de contribuer régulièrement à une chronique sur la cuisine familiale revisitée. Mais pour l'instant, le moment présent suffisait. Cette cuisine lumineuse, ces techniques maîtrisées, cette confiance nouvelle. Alors que la date de remise des diplômes approchait, une annonce du président de l'université jeta un voile d'inquiétude sur la promotion. En raison des contraintes budgétaires persistantes, la cérémonie serait réduite, chaque département étant limité dans le nombre d'invitations. Pour Françoise, qui espérait partager ce moment avec ses enfants, cette nouvelle fut décevante. Cependant, une solution inattendue se présenta. Nous, Omar et Diego, apprenant que Gérard et Sophie prévoyaient d'assister, lui offrirent secrètement leurs propres allocations d'invitation. « Nos familles sont trop loin pour venir », expliqua Nou avec un sourire, « et vous êtes devenue notre famille française. » Le jour de la remise des diplômes arriva enfin, lumineux, venteux, parfaitement méditerranéen. Françoise, vêtue de la toge traditionnelle qui semblait étrangement majestueuse sur sa silhouette menue, entra dans l'auditorium avec appréhension. La salle était remplie de familles excitées, d'amis enthousiastes, de professeurs fiers. En scrutant l'assemblée, elle repéra non seulement Gérard et Sophie au premier rang, mais aussi, à sa grande surprise, des rangées entières de visages familiers, des clients réguliers du Café de la Marine, Monsieur Blanc, son propriétaire, des voisins, et même Alexandre, son ancien rival, devenu collaborateur réticent. Au moment où elle s'avança pour recevoir son diplôme, un murmure parcourut l'assemblée, suivi d'applaudissements spontanés. Le président de l'université, saluant sa présence sur l'estrade, fit une annonce surprenante. « Madame Françoise Martin représente l'essence même de notre institution, la poursuite de l'excellence à tout âge, la détermination face aux obstacles.
C'est donc avec un plaisir particulier que je vous informe que les investisseurs impressionnés par sa performance lors du Grand Prix de la Méditerranée ont établi une bourse en son nom destinée aux étudiants non traditionnels. Une vague d'applaudissements suivit cette révélation, mais le président n'avait pas terminé. De plus, ces mêmes investisseurs ont acquis le Café de la Marine avec l'intention de le rénover en restaurant-école pour notre programme culinaire, offrant à Madame Martin un poste d'instructrice adjointe. Cette double annonce provoqua une standing ovation. Françoise, submergée par l'émotion, chercha du regard ses enfants, puis ses amis étudiants. Tous souriaient, larmes aux yeux, partageant ce moment de triomphe inattendu. Le café, son lieu de travail pendant tant d'années, allait non seulement survivre, mais évoluer en un espace où elle pourrait transmettre son savoir. Le cercle semblait le parfait de serveuse à étudiante, puis à instructrice dans le même lieu chargé d'histoire. Que nous réserve l'avenir? Cette question, qui avait si longtemps été source d'anxiété pour Françoise, était maintenant imprégnée d'excitation et de possibilités. Pouvait-elle imaginer qu'à 66 ans, sa vie professionnelle ne ferait que commencer véritablement, que les décennies de préparation de repas familiaux, de service au café, d'adaptation et de persévérance n'étaient qu'une préparation pour cette nouvelle aventure? La célébration qui suivit la cérémonie se déroula naturellement au Café de la Marine, temporairement transformé pour l'occasion. Les générations se mêlaient joyeusement. Étudiants, professeurs, familles, amis, clients fidèles, tous réunis pour honorer non seulement la réussite académique de Françoise, mais aussi son impact sur la communauté. Car ce qui avait commencé comme une quête personnelle était devenu quelque chose de plus grand, un rappel que les rêves n'ont pas de date d'expiration et que parfois les chemins les plus inattendus mènent aux plus grandes satisfactions. Alors que le soleil se couchait sur le vieux port, baignant le café d'une lumière dorée, Françoise observait cette scène improbable. Gérard discutant animation avec le professeur Laurent, Sophie échangeant des recettes avec Nu, Omar expliquant à des clients curieux les projets de rénovation, Diego montrant à Monsieur Blanc comment utiliser Instagram pour documenter la transformation à venir. Dans ce moment suspendu, elle sentit la présence de Raymond plus vivement que « jamais. Nous avons réussi », murmura-t-elle, sachant qu'il aurait compris. Ce n'était pas seulement son diplôme, mais leur rêve partagé qui se réalisait enfin. En brisant les attentes des autres, elle n'avait pas seulement changé sa propre vie, elle avait transformé la compréhension de toute une communauté sur ce qui est possible à n'importe quel âge. Dans cette petite ville côtière où le changement arrivait traditionnellement lentement, comme la marée, Françoise Martin avait provoqué une vague d'inspiration dont les effets continueraient longtemps après cette soirée de célébration. Félicitations. Tape 9 dans les commentaires pour me montrer que tu es resté jusqu'à la fin avec moi. Merci d'avoir regardé et à demain pour une nouvelle histoire sur cette même chaîne.